L'humanité a toujours apprécié se foutre la trouille. Je n'étais pas au coin du feu pour écouter Homo sapiens, mais déjà dans l'Antiquité, on parlait vampires et sorcières. Plus tard, on y a rajouté les grands tueurs, réels ou imaginaires. Gilles de Rais, Barbe Bleue, Simon de Montfort. Les légendes horrifiques se sont propagées un peu partout sur le globe. Qu'elles soient instinctives, comme le noir ou la mort, ou bien d'époque, épidémies, guerres, meurtres, la peur a toujours quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. On peut remercier le 19e siècle et l'Angleterre victorienne pour sa participation et son goût du macabre. Dracula, Frankenstein, mais aussi Dorian Gray ont peuplé nos imaginaires. Avec le cinéma, l'horreur se propage aux pellicules et se projette sur grand écran. C'est ce dernier média que connaît très bien notre invité du jour. Vidéaste et critique cinéma, aujourd'hui, on parle d'horreur avec Judith de la chaîne YouTube Demoiselle d'horreur. Le club VIP 14, c'est maintenant. Bonjour Judith. Bonjour Marine. Je suis très contente de te recevoir dans le cadre des Mycéliades. Donc, c'est la 4e année du festival qui mélange science-fiction, cinéma et médiathèque. Donc voilà, 4e année pour parler de tout ça. Cette année, le sujet, c'est la résilience. Donc tu vas venir faire plusieurs conférences autour de l'apocalypse au cinéma. Mais moi, à ce micro, j'avais envie que tu nous parles un peu de toi et de ton travail, parce que ce qui t'occupe le plus, c'est le cinéma d'horreur. C'est ça que tu fais. Donc voilà, est-ce que tu peux, pour les auditoristes qui écoutent et qui n'auraient pas encore le bon goût de te connaître, te présenter un peu toi et ton travail ? Oui, alors j'ai donc lancé en 2020 la chaîne Demoiselle d'horreur sur laquelle je propose des analyses de mise en scène de films d'horreur, mais étudiées à travers le prisme de leurs personnages féminins. Voilà, alors depuis quelque temps, là, je travaille aussi essentiellement à écran large, donc je ne parle pas que de cinéma d'horreur, parce que donc sur écran large, j'écris aussi bien des critiques que je fais des vidéos aussi pour la chaîne YouTube. Mais donc effectivement, mon focus principal au départ, c'est l'horreur, et l'horreur avec un prisme un peu féministe, même si le féminisme de la chaîne consiste surtout en le fait que j'ai envie de donner la lumière aux personnages féminins, parce que en tant que spectatrice de films d'horreur qui a toujours adoré ça depuis petite, j'ai beaucoup été confrontée au fait que les gens ont tendance à penser que l'horreur n'est pas un genre pour les femmes, parce qu'elles ont peur, parce que c'est violent, parce que les femmes dans les films d'horreur, c'est des bimbos qui servent de chair à pâté aux tueurs, ce genre de choses. Or, en grandissant, j'ai observé, non seulement chez moi et chez les femmes de ma famille, mais même au-delà de ça, que en fait, l'horreur était un genre très féminin, très apprécié des femmes, et effectivement, c'est l'un des genres qui est plus regardé par les femmes que par les hommes. Alors pas forcément de beaucoup, selon les études ça change aussi en fonction des années, c'est pas toujours tout à fait exact, mais voilà, c'est un genre qui est très aimé des femmes, et c'est surtout l'un des seuls genres dans lequel on a une légère majorité de personnages féminins à l'écran. C'est même potentiellement le seul genre pour lequel c'est le cas. Là aussi peut-être avec une petite variante selon les années, mais voilà, les femmes sont beaucoup mieux représentées dans l'horreur que dans d'autres genres, et j'avais du coup envie de participer à prouver que l'horreur est un genre beaucoup plus féminin qu'on ne le pense, non seulement dans la consommation, entre guillemets, mais même si c'est pas un très joli mot, la consommation qu'en fait le public, que dans sa structure plus fondamentale et dans les racines du genre, quoi. Et aussi, ce que tu mets en avant dans ta chaîne, c'est qu'il y a des personnages féminins qui sont forts et intéressants, justement au-delà du cliché de la bimbo, parce que c'est vrai qu'on discutait hors micro du fait que souvent, dans l'imaginaire des gens, les personnages féminins dans les films d'horreur, c'est la bimbo blonde qui se fait tuer au début du film. Hein. On pense à Drew Barrymore, mais il n'y a pas que ça, en fait, dans les films d'horreur, et il y a même des personnages extrêmement forts, avec une puissance particulière. Oui, alors en fait, le truc, c'est que les gens qui vont dire des choses pareilles, que voilà, les femmes dans les films d'horreur, ça se résume à être la victime en t-shirt moulant, c'est des gens soit qui connaissent pas l'horreur, ou alors qui sont très limités dans leur approche de l'horreur. Enfin, je veux pas dire que les gens sont limités, mais je veux dire qu'ils ont une approche très limitée de l'horreur qui se résume à un certain type de slasher un peu cheap, un peu ringard, quoi. Ce qui est dommage. Et en fait, oui, l'horreur, parce que c'est un genre qui, grâce à la licence horrifique, va avoir un discours très libre, et elle va avoir aussi des représentations très libres, c'est un genre dans lequel vous allez avoir des personnages féminins qui peuvent être vieux, davantage que dans le cinéma mainstream, qui peuvent être monstrueux, qui peuvent être laids, qui peuvent être violents, qui peuvent être
vengeurs, monstrueux, etc. Des choses que vous ne verrez pas dans d'autres types de cinéma et qui en fait expriment à travers tous ces prismes différents la féminité davantage que par les clichés un peu normatifs d'un cinéma plus sage, quoi. En t'entendant parler, il y a plein d'exemples qui me viennent en tête, effectivement, plus que dans le cinéma mainstream. Alors, un petit point pour nos auditeuristes qui peut-être ne connaissent pas l'horreur exacte, enfin, voilà, qui connaissent que les slashers, qui pourraient sortir que Scream ou Vendredi 13. Est-ce que tu peux nous définir rapidement ce que c'est l'horreur et avec quoi on peut confondre et voilà, sur quel... Alors, très honnêtement, non, je ne peux pas. Alors, on va quand même essayer, voilà, mais c'est l'une des grandes difficultés parce qu'on me pose souvent cette question, mais en fait, un genre de cinéma, et en particulier l'horreur, si tu veux, les frontières sont forcément très floues et c'est très compliqué à définir. Enfin, il y a des films sur lesquels il n'y a pas du tout de débat, quoique encore, moi ça m'est déjà arrivé d'arriver pour présenter des séances de films qui pour moi ne pouvaient pas être autre chose que de l'horreur et que t'es quelqu'un dans la salle qui argumente que non, c'est pas de l'horreur parce qu'il n'y a pas assez de sang, parce que ceci, parce que cela. Simplement, l'une des erreurs qu'on fait parfois, on en parlait aussi, c'est que les gens vont tendance à avoir considéré comme... les gens vont avoir tendance à considérer comme films d'horreur les films qui leur font peur. Or, la peur, c'est quelque chose d'extrêmement relatif, de propre à chacun. Il y a aussi différents types de peur. Donc la peur ne peut pas être le critère de ce qui va définir l'horreur, en tout cas pas seulement. Peut-être éventuellement l'intention de faire peur, qu'encore il faut réussir à la définir, peut être un critère, mais la peur en soi qu'on ressent en tant que spectateur ne peut pas suffire comme critère. Aussi parce qu'il y a des horreurs qui vont chercher à déranger, à dégoûter, à interroger, mais pas forcément à effrayer. Tout ça, c'est des types de sentiments différents qu'on rattache à l'horreur, mais qui vont varier énormément d'un film à l'autre. Donc, l'horreur, moi, j'aurais tendance à dire que... et voilà. J'aurais tendance à dire que c'est ce qui, en général, va interroger une certaine noirceur dans le monde et dans l'humain à travers un prisme qui sera soit fantastique, soit violent, soit... Ouais, en fait, j'ai envie de définir ça par la noirceur, mais encore, tu vois, il y a de la comédie horrifique, il y a des choses qui sont pas si noires que ça, mais on va dire qu'on va avoir le genre de l'épouvante, que moi, chacun peut avoir ses définitions, je suis désolée, c'est pas du tout court ce que je te fais. C'est pas grave. Ça montre aussi la complexité du genre oui. dont on parle, et je pense qu'on abordera aussi les différents genres de films d'horreur. Tu as déjà dit le mot slasher, par exemple, on reviendra là-dessus, mais au contraire, vas-y, développe, c'est très intéressant. Alors, moi, il y a par exemple le genre de l'épouvante que moi j'appelle épouvante, qui va être plutôt le film de maison hantée, le film fantastique un peu classique, voilà, qu'on retrouve dès la naissance du cinéma. Et en fait, à partir de là, tu vas avoir différentes manières d'interpréter un peu les mêmes thèmes de un protagoniste qui est en proie à une certaine menace qu'il ne comprend pas, sauf que cette menace, dans les différentes déclinaisons de l'horreur, va pas toujours être fantastique. Par exemple, dans le slasher, elle est semi-fantastique, dans certains thrillers horrifiques, elle est pas du tout fantastique, mais en tout cas, on va avoir une volonté d'interroger et de repousser les noirceurs de la nature humaine, avec en général un personnage de victime au milieu, mais pas forcément, voilà, dans l'horreur. Mais bon, ça, tu me diras, ouais, il y a aussi des films qui sont pas d'horreur qui font ça. Après, c'est plus une question de faisceau d'indices que d'une définition simple, tu vois, parce que tu peux même avoir des films de fantômes qui sont pas des films d'horreur, mais si tu coches la case fantôme, tu coches la case représentation graphique de violence, tu coches la case ambiance fantastique, noirceur et tout, là tu vas être dans l'horreur. Et en fait, tu as une multitude de cases que tu peux cocher, et on va dire qu'un film, il va être de l'horreur une fois qu'il va avoir coché un certain nombre de toutes ces cases. Mais tu vois, il y a des films qui se trouvent à la lisière sur lesquels il y aura un éternel débat sur les gens qui trouveront que c'est de l'horreur et d'autres pas. Donc ça me fait penser à une phrase de Guillermo del Toro qui est dit dans Crimson Peak, ce n'est pas un livre de fantômes, c'est un livre où il y a des fantômes dedans. Et je trouve que cette phrase, alors elle s'applique pour le coup un peu à ce film-là, c'est un peu mais pas que, parce que c'est quand même assez horrifique et gothique dans l'esprit. Mais effectivement, parfois, il y a cette chose-là, c'est pas parce qu'il y a un élément surnaturel que c'est forcément de l'horreur, etc. Et je pense à un film dont nous avait parlé Mariana Agier à ce micro. Donc, elle a fait une chronique pour nous. Mariana travaille aux médias Sorociné, qui examine le cinéma d'un point de vue féministe. Et elle nous avait parlé des représentations queer dans les films d'horreur des années 30 à 70. Donc, ça rejoint notre propos. Et pendant la conférence, elle nous parlait de Titane, donc un film français que elle mettait dans les films d'horreur récents. Et en fait, c'est un film qui est plutôt du body horror. Enfin, ça parle de voitures. Enfin, c'est vraiment pas, quand on regarde la bande-annonce ou même l'affiche,
Spontanément, on n'a pas envie de le classer en horreur, quoi. Mais il y a tellement un malaise dedans que il y a quelque chose. Le terme qui est à la fois abusif et en même temps très pratique qu'on utilise depuis un certain nombre d'années, c'est parler de film de genre. Et ça règle bien des problèmes, même si c'est pas une science exacte. Parce que le film de genre, à l'origine, ça peut être. En fait, c'est un peu tout ce qui n'est ni drame ni comédie. Donc ça peut être du western, ça peut être de la comédie musicale, ça peut être de la science-fiction, ça peut être effectivement de l'horreur, ça peut être plein de choses différentes. Et c'est vrai qu'il y a un glissement de sens ces dernières années. J'allais dire surtout en France, mais je pense que c'est potentiellement le cas aussi dans les pays anglophones, où en fait on va parler de films de genre comme étant l'horreur et tout ce qui s'en approche, en englobant aussi éventuellement science-fiction plus ou moins horrifique, thriller, merveilleux, fantastique. En fait, tout ce qui va sortir de la réalité du quotidien d'une façon plus drastique et plus radicale, si tu veux, que simplement un film qui se déroule dans un contexte réaliste, quoi. C'est vrai que cette porosité, on la retrouve dans d'autres genres. Là, dans le cadre des Miss Eliane, avec ma collègue Jacques, on va animer un club de lecture autour de polar et science-fiction. Et effectivement, il y a plus qu'on imagine de livres qui sont à la fois des romans policiers, mais qui se placent dans un contexte, par exemple, post-apocalyptique. Du coup, c'est quoi ? Est-ce que c'est un roman de science-fiction ? Est-ce que c'est un roman policier ? Est-ce que finalement, on s'en foutrait pas un peu ? Donc voilà, il y a aussi cette question, effectivement, comme tu dis, de genre, qui englobe un peu tout ce qu'on ne sait pas définir et qui se croise. Oui, parce que tu vois, Titane, c'est 100% ce qu'on appelle aujourd'hui, encore une fois, avec une définition un peu floue, un film de genre. En revanche, si tu veux restreindre au genre purement horrifique, effectivement, peut-être pas. Mais toujours est-il que c'est le genre de film qu'on a quand même envie d'inclure, qui va de toute manière attirer les fans d'horreur aussi, parce que ça va être un film suffisamment étrange, suffisamment dérangeant, suffisamment, original. Et là aussi, quand je parlais d'interroger les limites de la noirceur de l'âme humaine, on est là-dedans, tu vois. Puis le body horror, il y a quand même horreur dans le nom, et c'est vrai qu'on est vraiment dans le body horror. Donc tu vois, film de genre, ça permet d'élargir un peu ces frontières un peu indéfinies qui nous plaisent à tous finalement. Et on réfléchissait tout à l'heure hors micro sur... il y a une définition un peu franco-française et puis anglo-saxonne du terme horreur. Mais si on va du côté de l'Asie, par exemple, on a encore des choses bien différentes. Donc il y a aussi une interprétation culturelle de ce qu'on se fait de l'horreur. Oui, effectivement. De toute manière, au sein du cinéma d'horreur en soi, tout pays confondu, tu vas avoir des thématiques qui vont être très présentes en fonction des pays, moins dans d'autres, etc. Ou en tout cas, qui vont être traitées de manière différente, avec un regard différent. Et après, c'est vrai que ce qui correspond en soi à l'horreur d'un pays, à de l'horreur d'un pays à un autre, peut changer aussi. Et du coup, c'est marrant de voir à quel point parfois un film étranger peut être reçu de manière totalement différente en France qu'il ne l'a été dans son propre pays et inversement, quoi. Est-ce que tu pourrais nous donner, cette fois-ci j'espère que la réponse est oui, quelques grands types d'horreur, de films d'horreur qu'on va retrouver. Tu parlais de l'épouvante, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, pour les gens qui se diraient le film d'horreur, il y en a plein quand on leur pose « Ah ben non, moi j'aime pas du tout avoir peur, les trucs comme Scream, tout ça, c'est pas mon truc. » En fait, il n'y a pas que ça dans le film d'horreur. Non, bien sûr, mais d'ailleurs, même sans y faire attention, on a déjà cité beaucoup, le body horror, c'est un genre en soi, de l'horreur. Effectivement, le slasher, mais il y a aussi le néo-slasher, parce qu'il y a un peu l'avant et après Scream. Il y a, je disais l'épouvante, mais film de maison hantée, c'est un genre en soi, film de zombies, éventuellement le thriller horrifique, comme Le Silence des agneaux par exemple, le post-apo horrifique, ça peut être quelque chose, la science-fiction horrifique aussi. En fait, l'horreur, c'est toujours un prisme. Donc en fait, tu peux mettre aussi comédie horrifique, tu peux mettre plein de... Voilà. Je sais qu'il y a... En fait, la liste des genres définis de l'horreur, il y en a, on est sûr que c'est dedans, effectivement, slasher, body horror, film de maison hantée, film de zombies, film de serial killer. Mais cette liste, elle est aussi un peu mouvante, tu vois. Il y en a qui accepteront de mettre certains types et d'autres pas. J'étais en train de me dire, film de serial killer, il y a des gens qui mettraient ça en policier, quoi. Plus qu'en horreur. Mais tu vois, je m'étais posé la question à l'époque, donc sur ma chaîne où j'ai fait ma vidéo sur Le Silence des agneaux, je me disais, est-ce que je sors de ma ligne édito ou pas ? Et on m'avait assez largement répondu, non, vas-y, parce que c'est du thriller horrifique ou du policier horrifique, tu vois. Oh oui, il y a clairement une dimension d'horreur dans cela. Mais c'est pareil, tu vois, comment tu la quantifies ? Alors du coup, mais je suis tout à fait d'accord pour Le Silence des agneaux, mais du coup, si tu essayes vraiment de te poser la question de à quoi ça tient, est-ce que du coup c'est parce qu'il y a des scènes plus gore ? Est-ce que c'est parce que, tu vois, il y a une manière de filmer les choses qui parfois flirte un peu davantage avec le fantastique, même s'il n'y a pas du tout de fantastique dans le film, tu vois ? C'est toujours difficile d'identifier exactement à quoi ça tient. C'est vrai que spontanément,
finalement, j'aurais envie de dire le malaise que ça te procure entre les murs de la prison hyper suintes, où ça suinte de partout, le regard que les hommes ont sur Sterling. Tout le long du film, ça t'en parle très très bien. D'ailleurs, je trouve de ce regard masculin sur Clarisse, tout du long, moi je trouve que ça c'est très horrifique, par exemple, ce regard masculin. Alors sans doute parce que je suis une femme et que je m'identifie au personnage. Mais en même temps, si on réduit ça au malaise, une comédie horrifique, il n'y a pas forcément de malaise dedans. Ben oui, non. Donc, effectivement, je comprends le point de vue. D'ailleurs, comédie horrifique, est-ce qu'on met le Rocky Horror Picture Show dedans ? Ouais, moi j'aurais envie de dire que oui, hein, mais tu vois, là c'est marrant parce que parfois, quand je te disais par exemple thriller horrifique où l'horreur va davantage être un prisme, davantage une atmosphère, davantage des codes cinématographiques, une manière de cadrer tel ou tel élément, dans le cadre de la comédie horrifique, par exemple, si on prend une comédie qui met pas du tout mal à l'aise, ou qui n'est pas du tout gore, enfin, éventuellement gore, mais en fait là, l'horreur, ça va plus être une question de motif. On va dire que c'est une comédie horrifique peut-être parce qu'il y a du sang, parce que, je sais pas, il y a un château hanté, parce qu'il y a des chauves-souris, parce qu'il y a un vampire ou que sais-je, et où en fait tu vas retrouver aucun code horrifique dans la cinématographie même, dans la manière de filmer, dans l'atmosphère, mais l'horreur ne sera plus que des motifs. Donc c'est pareil, il y a différentes manières, tu vois, d'injecter l'horreur, que ce soit vraiment dans ta mise en scène ou dans une esthétique pure. Pour revenir au sujet de ta chaîne YouTube, Demoiselles d'horreur, donc le prisme des personnages féminins, puis après tu as aussi fait des réalisatrices. Au départ, tu t'es concentrée sur les personnages et après tu as dévié sur les femmes derrière la caméra, ce qui est aussi passionnant. Parce que j'ai eu la chance d'en interviewer, oui. Oui, mais du coup, ça donne un autre point de vue. Est-ce que c'est des questions très naïves pour les gens qui n'auraient pas vu ta chaîne. Est-ce que les personnages dont tu parles... Alors moi, premièrement, ce que j'aime bien, c'est que tu parles de personnages qui sont fondamentalement intéressants. Des personnages féminins qui en ont sous le pied, où il y a des choses à dire. Ça, faut bien le noter. Ça permet de mettre en avant aussi des films qui sont bien écrits, qui prennent en profondeur. Est-ce que les films dont tu parles sont réalisés plutôt par des hommes ou plutôt par des femmes ? Parce que souvent, on a l'impression que c'est pas le même regard et qu'on aurait plutôt tendance à dire il y a un meilleur regard si c'est des femmes qui écrivent des femmes. Mais je suis pas sûre, en fait. Non, en fait, ça, c'est un peu trop facile parce que je trouve que c'est un peu le discours qu'on a beaucoup entendu ces dernières années et qui partait d'une bonne intention, qui était de valoriser justement la place derrière les femmes, la place des femmes derrière la caméra et dire, voilà, les femmes ont des choses à dire, laissez-les réaliser des films. En plus, voilà, comme je le disais, les histoires horrifiques, elles concernent souvent les femmes, elles sont souvent portées par des personnages féminins, donc c'est d'autant plus juste que des femmes puissent les raconter aussi. Mais le problème, c'est que après, on peut observer une sorte de glissement un peu essentialiste, de dire en fait, d'attendre que les femmes réalisatrices de films de genre réalisent des films plus féministes ou meilleurs que les cinéastes masculins. Or, en fait, les femmes n'ont pas besoin d'être meilleures que les hommes pour avoir droit à l'espace aussi. Elles ont besoin d'être juste... c'est juste une question d'égalité. Donc c'est comme si on attendait toujours des femmes, tu vois, qu'elles surprouvent leur légitimité à occuper une place ou un emploi, un poste, pour justifier en fait d'être présente et d'avoir de la visibilité. Donc en fait, dans l'histoire du cinéma d'horreur, il y a toujours eu des films d'horreur absolument passionnants qui portaient des regards passionnants sur leurs films, sur leurs personnages féminins, avec des aspects problématiques ou pas, mais qui étaient réalisés par des hommes. De même que maintenant, tu as des femmes réalisatrices de films de genre qui font aussi la même chose, des films passionnants et qui portent un regard passionnant sur leurs personnages féminins, mais parfois aussi avec des aspects problématiques, parce que c'est pareil, ce qui est problématique, parfois ça peut être relatif en fonction de comment tu conçois ton féminisme, comment tu conçois tes luttes, etc. Donc ça peut devenir très compliqué et il ne faut pas toujours se limiter à ça. Donc effectivement que les femmes ont énormément de choses à apporter, et d'ailleurs il y a toujours eu des femmes réalisatrices, même si elles n'ont pas toujours été aussi visibles et pas toujours aussi présentes, mais heureusement qu'on a aussi toujours eu des personnages féminins passionnants dans l'histoire d'horreur, dans l'histoire du film d'horreur, avant d'attendre qu'on ait des Julia Ducournau qui est la palme, quoi. Si on revient sur un personnage pour prendre des exemples, parce que c'est aussi plus facile à parler avec des exemples, et tu en as cité quand même quelques-uns au cours de ta carrière de vidéaste. Si on reprend là-dessus, on a par exemple le personnage de Clarice Starling, qui à la base vient d'un roman, ensuite transposé au cinéma, donc un roman écrit par un homme, transposé au cinéma, si je ne me trompe pas, par un homme aussi. Et pour le coup, comme je disais il y a quelques minutes, moi je trouve que le regard masculin sur Clarice Starling, de tous les personnages masculins, quels qu'ils soient, est quand même très très appuyé et fait bien passer quelque chose au spectateur. Et je pense que c'est volontaire. Il y a vraiment ce regard. Il y a vraiment ce regard et je trouve
que c'est pas complaisant. Au contraire, on est du côté de Clarisse et on se sent observé. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très fort, par exemple, sur le cinéma. Oui, mais en fait, tu sais, je pense que depuis donc, même s'il y a eu des réalisatrices pionnières comme Alice Guy, etc., globalement, l'histoire du cinéma a au départ surtout été façonnée par des hommes qui avaient davantage la main, que ce soit sur les cordons de la bourse ou la caméra. En fait, comme toute forme d'art, le cinéma a permis aux hommes aussi d'exprimer des choses dont ils peuvent avoir conscience parce qu'ils sont humains, et je pense que quand tu es humain, tu peux au moins intuitivement avoir conscience de tout ce dont tu es capable humain, que ce soit en termes de ressenti ou d'action, et donc de parler quand même de la situation des femmes. Et je pense que depuis le début, le cinéma d'horreur, et c'est pour ça qu'on a tellement d'héroïnes féminines, s'inspire des oppressions que vivent les femmes pour créer de l'horreur, pour créer des menaces horrifiques. Et au début, je pense qu'on dit à juste titre que si on a eu davantage d'héroïnes dans les films d'horreur, c'est parce que les femmes étaient considérées comme le sexe faible et donc étaient considérées comme la victime idéale, parce qu'elles étaient soi-disant sans défense, soi-disant incapables de se défendre, plus faibles, aussi peut-être plus pures, plus innocentes, encore une fois, on parle bien de clichés, et donc plus à même d'attirer l'empathie. Donc elles avaient cette espèce de profil idéal parce que c'est la victime parfaite. Et en plus, on va pas se mentir, dans le fait de leur faire subir un certain nombre de choses, il y a aussi parfois, évidemment, une sorte de fantasme plus ou moins sexualisé qui s'exprime derrière ça, de manière plus ou moins métaphorique ou pas. Et en fait, les hommes, du coup, ont toujours exprimé à travers les films d'horreur la conscience qu'ils avaient de l'oppression que vivaient les femmes, parce qu'ils s'inspirent de ça depuis le début pour inventer l'horreur dans leurs histoires d'horreur, la menace horrifique. Les slashers, ça parle complètement de violence sexuelle, quasiment tous. Alors, pas que, mais alors parfois t'as des entités aussi fantastiques, les entités spectrales dans les films qui sont aussi des menaces. En fait, ce qui est très rigolo, c'est que très rigolo, entre guillemets, mais c'est qu'en fait, depuis le début, le cinéma d'horreur te parle de féminicide. Et en fait, alors qu'on est encore dans une société où les mots féminicide et les expressions all men ont énormément de mal à passer, en fait, les films d'horreur réalisés par les hommes te le disent, ne serait-ce qu'inconsciemment, depuis le début. Te disent que la menace pour les femmes, elle est partout et elle est masculine. Et c'est marrant parce qu'en revoyant ta chronique sur Scream, effectivement, là, pour le coup, la violence sexuelle dans les slashers, t'en parles en long, large et en travers, et quand on revoit le film, on se dit, mais c'est évident, il y a tout. Effectivement, le slasher en soi, le couteau, etc., il y a vraiment quelque chose de phallique, etc. Mais même dans ce film-là en particulier, les personnages masculins et leurs hormones et tout ça, c'est vraiment au premier plan du film, quoi. C'est un peu le petit chaperon rouge. Non, mais tu vois, en plus, ce qui me rend ouf, c'est que dans Scream, c'est tellement évident, c'est tellement explicite. Et pourtant, on m'a quand même beaucoup traité de perverse qui ne pensait qu'au cul quand j'ai sorti mon analyse, parce que j'y voyais des symboles phalliques. Non, mais c'est évident. Puis c'est même une règle qui est énoncée dans le film. Enfin, oui, mais bien sûr. Bon, alors on va peut-être spoiler des trucs, mais bon, si vous avez toujours pas vu Scream, il est temps de se réveiller. Voilà, j'ai envie de dire honte à vous. Il faut aller regarder Scream, ne serait-ce que. Voilà. Mais tu vois, t'as ce plan. Alors en fait, ça fonctionne un peu en diptyque ou en triptyque. T'as ce plan très évident au début, donc la fameuse scène de Drew Barrymore qui est absolument, qui est un grand moment de cinéma. Mais bref, on a cette espèce de ralenti quasiment sensuel au moment où le tueur la couche par terre et va lui planter le couteau, où c'est pareil, on a un insert sur son couteau qui ressort effectivement comme une forme phallique sur le fond noir. Encore une fois, la mise en scène des corps allongés par terre, etc. Il y a vraiment quelque chose de la violence sexuelle, de l'acte sexuel qui est filmé. Et ensuite, t'as le passage où Billy entre dans la chambre de Sidney par la fenêtre, où là, on tease potentiellement un acte sexuel entre eux qui n'a pas lieu. Cet acte sexuel a lieu plus tard. Et surtout, en fait, toute cette espèce de cheminement, de réflexion sur l'acte sexuel et la potentielle violence sexuelle arrive au moment où là, c'est Sidney et Billy qui se retrouvent allongés l'un sur l'autre dans le couloir de la maison, au moment où il la poursuit, donc on sait c'est le tueur, etc. Et où elle va vraiment lui rentrer le doigt dans la blessure béante qu'il a, où là, on est en plus vraiment avec un gros plan qui vient te montrer, vraiment, elle le pénètre, en fait. Et il y a vraiment, tu vois, un retournement aussi bien de la puissance meurtrière qui finalement finit par lui appartenir à elle, parce qu'elle va le tuer, mais aussi du coup de la puissance sexuelle que ça exprime. Non, puis même, il y a Matthew Willard qui énonce clairement, parce que bon, si vous n'avez pas vu Scream ou si vous n'avez pas vu les chroniques de Judith, il faut, parce qu'on comprend que Scream, c'est méta, ça parle de cinéma d'horreur au sein d'un film d'horreur. Les 3 premiers, pour ça, c'est un peu avec les règles du cinéma. Il y a plein d'articles Wikipédia qui vous diront ça mieux que moi. Mais du coup, dans le premier, Matthew Willard pose une
pose quelque chose, l'héroïne est sauf tant qu'elle est vierge. Et comme elle l'est plus, elle peut être tuée. Et en fait, on est dans une scène en plus très méta, parce qu'il lui dit ça juste après la scène de sexe entre Billy et Sidney, alors qu'elle sait qui sont les meurtriers. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, il peut pas le dire plus clairement. C'est très très net. Mais en fait, tu vois, c'est pour ça qu'on place un peu le néo-slasher avec ça, parce que le slasher existait déjà avant. Alors, avec une dimension parfois plus ou moins méta, mais tu vois, t'avais un petit peu le slasher de base, genre le Halloween de Carpenter, par exemple. Ou enfin t'as eu des slashers avant comme Black Christmas d'ailleurs qui est génial, qui est sorti en 74, où en fait t'as une sorte de lecture premier degré avec quand même une histoire de violence sexuelle. Enfin ça c'est très présent dès Black Christmas, et c'est aussi dans Halloween et tout ce que tu veux, mais on a une approche premier degré de l'histoire. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'humour, c'est dans le sens où on n'a pas de recul sur ce qu'on est en train de raconter. L'histoire est au premier plan de la lecture que tu en fais, et en fait ce genre est déjà galvaudé, parce qu'en plus il est hérité du giallo, donc il est déjà plus ou moins galvaudé à l'époque où on arrive aux années 90, on arrive à Wes Craven, qui pourtant lui aussi a réalisé des slashers pur jus avant, et où là en fait Wes Craven va être amené à tout à coup commenter ce genre à travers ce film qui pourtant respecte les règles du genre, mais qui va les expliquer aux spectateurs en même temps, avec un discours très pédagogique en fait, c'est vraiment comme dans un cours, on va dire, on t'explique la théorie et ensuite on te montre l'exemple. Puis en plus on a le personnage de l'étudiant en cinéma qui décortique tout, donc c'est vraiment un miroir de non mais il faut pas faire ça, et on voit les personnages qui sont en train de le faire. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que on va t'expliquer les règles, on va te les montrer, et enfin on va te les mettre en pratique, mais aussi à travers le personnage de Sidney tout au long du film, on va tout mettre en place pour qu'à la fin elle les retourne complètement. Donc c'est pour ça que c'est aussi extrêmement moderne, ne serait-ce que dans sa manière de raconter l'héroïne. Oui, la fin est particulièrement savoureuse. C'est un regard sur les films d'horreur par Sidney au moment où elle se réapproprie le pouvoir. Tu as juste fait une mention du giallo. Donc le giallo, c'est du cinéma d'horreur italien. Oui, mais alors qui correspond aussi, alors c'est un peu Dario Argento, alors pas que, mais alors c'est peut-être le nom le plus connu des metteurs en scène de giallo, là qui correspond à des codes que moi je maîtrise moins, mais qui sont un peu l'ancêtre du slasher, avec aussi l'idée d'une menace a priori masculine, généralement masculine, masquée, qui tue à l'arme blanche. Et là, effectivement, on est dans le cinéma italien qui utilise des couleurs extrêmement franches, extrêmement tranchées, extrêmement esthétisantes. Voilà. Donc on parlait des films d'horreur et de la complexité et de ce thème récurrent de la violence sexuelle au cinéma. Ce que je trouve intéressant, pour prendre un autre exemple, donc je reviens au Silence des agneaux. Promis, je ne suis pas obsédée par Clarice Starling. Mais moi, même... oui, donc... Oui, mais quand même un peu, j'allais dire, c'est Jodie Foster, donc oui, quand même un peu. Oui. Ce que je trouve intéressant, par exemple, dans ce film sur la violence, c'est que concrètement, alors là, c'est pareil, je suis désolée, si vous n'avez pas vu le Silence des agneaux, vous mettez ce podcast en pause, vous y allez et vous revenez. Merci. Il faut aussi admettre que dans le cas d'excellents films, comme c'est le cas pour Le Silence des agneaux, un spoiler ne suffit pas à vous gâcher le film. Exactement, le film est génial de toute façon. Voilà. Mais donc, Clarice Starling, qui est agent du FBI, c'est elle qui traque le tueur, et le tueur avec lequel elle converse tout au long du film, donc Hannibal Lecter, qui est vraiment très dangereux, juste Anthony Hopkins, c'est flippant dedans, et derrière une vitre. Donc concrètement, Clarice, le long du film, elle n'est quasiment pas en danger. Elle est vraiment hors du danger, c'est pas elle qui subit un truc. Et pourtant, quand tu regardes le film, moi je trouve que tu as cette sensation que c'est une proie de A à Z. Et vraiment, il y a un retournement là-dedans qui est, alors on l'a dit, par le regard des hommes. Alors il y a une scène qui est vraiment très parlante, c'est quand elle se retrouve seule dans une salle remplie de flics de région, et que les flics du shérif la regardent tous vraiment, alors que c'est une professionnelle. Mais vraiment, c'est assez marquant, comme quoi, même quand c'est une femme qui a du pouvoir, elle est agent du FBI, enfin, elle va devenir agent du FBI, elle est très intelligente, et c'est quand même une proie, alors que concrètement, elle n'est pas en danger, même par les deux tueurs. En fait, Jonathan Demme, donc le réalisateur, qui fait quand même un travail absolument incroyable, je trouve, sur ce film. Je trouve que c'est vraiment un très grand film. Il va quand même réussir à tirer le meilleur du roman de Thomas Harris, je trouve. Et tu vois, ça se voit dans la scène d'intro. La scène de générique du début, ce n'est que Clarisse qui fait son jogging dans la forêt, qui court et qui fait des exercices, une sorte de parcours de santé, parce que donc elle est élève du FBI. Et en fait, la caméra est toujours en train de la suivre,
On est entre le documentaire animalier de voir, mettons une femme, une élève du FBI dans cette espèce d'environnement naturel et voyons-la développer ses aptitudes physiques. Et en même temps, on a aussi l'impression d'être en train de pourchasser une biche qui, à un moment donné, va se prendre une balle ou va être prise en chasse par un loup, on ne sait pas exactement. Et en fait, tout de suite, on te la place à la fois en tant que proie et à la fois en tant que personnage qui va être amené à se dépasser, qui se prépare justement au combat en tant que proie contre ses éventuels prédateurs. Donc en fait, dès l'intro, même si on ne te l'explicite pas par le verbe, tu le ressens à l'image et dans le rythme et dans la musique, etc., que c'est ça qu'on est en train de te dire. Et puis c'est filmé dans une forêt, c'est pas la promenade de santé du dimanche avec les petits oiseaux qui chantent et le ciel bleu. Enfin, il fait gris, il bruine, tu sens que c'est plein de flotte, il y a de la gadoue partout. Pour le coup, elle est pas sexualisée du tout. Elle vient de faire son jogging, donc elle transpire de partout, elle a des grosses auréoles et vraiment elle se dépasse, quoi. Donc il y a vraiment ce côté lutte et puis qui va à l'encontre de l'image qu'on disait, la bimbo qui court un peu n'importe comment. Là, voilà, elle est dans son parcours de santé. Donc, tu as parlé de pas mal de personnages féminins. Est-ce que, donc on a Clarice Starling qui est un très bon personnage, Sydney aussi. Est-ce que tu en as d'autres à faire découvrir, un peu moins attendus du spectateur, des personnages féminins comme ça, un peu uniques au cinéma, qui t'ont vraiment beaucoup marqué dans les films d'horreur ? Moi, il y en a alors je l'ai tracé sur ma chaîne, mais l'un de ceux que je trouve le plus passionnant, c'est l'héroïne de A Girl Walks Home Alone at Night, de Anna Lily Amirpour, donc là un film de réalisatrice. Anna Lily Amirpour, c'est une réalisatrice américaine, mais d'origine iranienne, qui réalise donc ce film. Le nom de l'actrice m'échappe malheureusement, c'est une superbe actrice. Donc qui, dans ce film en noir et blanc, c'est un film de vampire en noir et blanc aux allures de western, mais qui se passe en Iran. Donc on est vraiment sur un camoulox assez étonnant. Et où en fait, donc cette héroïne est une vampire. Mais et alors elle porte un tchador, elle porte le voile, mais qui en fait fait un peu office de cape de vampire, tu vois. En fait, elle a son voile, mais dans la mise en scène, c'est sa cape de vampire. C'est un peu, et en plus, elle se déplace en skate. Et donc, ok, en fait, camoulox, voilà. Vraiment camoulox pour le coup. Donc elle ne vole pas avec une cape, mais elle glisse quand même sur le sol avec son skate et avec son tchador. Réinterprétation du mythe du vampire 10 sur 10, quoi. Voilà, tu vois, c'est un peu ce qu'on disait en off. Là, pour le coup, on est sur une géniale réinterprétation ultra moderne et en même temps très premier degré et aussi effrayante du vampire, parce que donc elle va être dans la vengeance plus ou... En fait, elle défend les femmes plus ou moins. C'est même pas tellement qu'elle défend les femmes parce qu'elle est pas d'une solidarité folle avec les femmes, parce qu'elle est très très asociale. Elle est toute seule, mais en revanche, elle a besoin de se nourrir et elle va choisir de tuer effectivement et de sucer le sang des hommes qui sont violents avec les femmes, en revanche. Et il y a une scène que moi je trouve formidable qui est, à un moment donné, elle est seule dans la rue le soir et elle croise un petit garçon qui n'a rien fait, sauf que c'est un garçon, il est petit. Et du coup, elle va décider de lui flanquer la frousse de sa vie en le menaçant et en lui disant des choses horribles pour lui dire si jamais tu fais quoi que ce soit à une femme, je viens te bouffer la tronche, tu vois. Et elle le terrifie. Et la scène est très bizarre parce que le petit garçon, en fait, il fait super pitié parce qu'il est là, il pleure, il comprend pas pourquoi cette femme vient, avec ses dents de vampire et tout, vient lui menacer de le tuer dans la rue. Il a encore rien fait, tu vois. Mais on est dans une société, on est tellement désespéré de ça, on sait à quel point l'éducation et le respect des femmes chez les petits garçons est absolument essentiel et que ce n'est jamais assez fait, que ce n'est jamais assez pris en compte, que ce soit dans l'éducation nationale, chez les gens, chez les particuliers. C'est quelque chose qui n'est pas du tout suffisamment fait, où parfois tu te dis, mais en fait, il nous reste quoi à part leur dire, petit, si jamais tu fais quelque chose à une femme, ça se passera très très mal pour toi. Et du coup, on a cette héroïne qui est loin d'être que positive, elle fait des choses assez horribles dans le film, et en même temps qui représente une version tellement désespérée et nécessaire du combat féministe d'aujourd'hui, quoi. Elle est vraiment passionnante. Ça aussi, c'est intéressant, les bons personnages horrifiques femmes. Parce que comme tu dis, elle ne fait pas que des choses positives. Il y a aussi des très bons personnages, des très bonnes méchantes dans les films d'horreur, mais avec beaucoup de complexité, qui sont pas faites d'une seule couche, quoi. Est-ce qu'on pourrait citer des exemples de très très bonnes méchantes de films d'horreur ? Très très bonnes méchantes. Il y a... Là, en exemple récent, le double personnage de The Substance, qui est loin d'être que positif, qui l'est même assez peu, que je trouve absolument passionnant, qui est génial. Oui, après, est-ce qu'on considère que c'est un personnage, un double personnage, ou deux personnages bien distincts, mais voilà.
Alors, je suis très mauvaise pour faire des listes des beautés, mais, mais on va trouver parce qu'il y en a plein. Alors, moi, je sais que t'aimes pas cette série. On en a parlé. Tu n'aimes pas La chute de la maison Usher de Flanagan et ça a fait saigner mon petit cœur de fan de Flanagan. Mais je trouve que, par exemple, la personnification du corbeau dans ce film, c'est un personnage que je trouve extrêmement intéressant parce que clairement, c'est la personne, c'est pas la plus méchante du film, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Elle vient juste faire payer le dû à la fin d'une longue étape. Mais j'ai trouvé que c'était un personnage extrêmement bien construit, dans le sens où, elle fait des choses qui sont horribles, puisque son rôle, c'est de tuer les gens au fur et à mesure pour se payer d'une dette. Mais en fonction de qui elle a affaire, elle va adapter sa vengeance. Alors, je suis désolée, on va peut-être spoiler un peu. Donc là, c'est plus récent, je vous excuse, mais je préviens en amont. Mais par exemple, la vengeance qu'elle va exercer contre Freddie Usher, le dernier fils de Roderick Usher, est à la mesure de ce qu'il a commis sur sa femme juste avant. Elle dit « T'aurais pu mourir de plein de façons, dans un accident de voiture, etc. Mais il a fallu que tu fasses ça. Alors non, j'aime pas. » Et donc vraiment, elle va utiliser ça pour se venger. Alors que, par exemple, quand elle va s'en prendre à la petite fille de la famille qui reste, qui est vraiment un petit cœur sur pattes, vraiment un personnage hyper solaire dans cette famille qui est quand même bien, bien noire et avec qui on n'a pas envie d'être amis, elle, c'est vraiment un rayon de soleil. Mais pour accomplir sa dette, elle doit le faire. Et en fait, elle lui offre une fin qui est très belle, en fait. Elle lui invente tout un futur. Elle lui dit, ta mère va faire ça, il va se passer ça. C'est que des belles choses. Et elle lui fait une mort en douceur, quoi. Elle la touche du doigt et hop, c'est fini, quoi. Ouais. Alors qu'on l'a vu assassiner les gens de façon horrible, vraiment horrible tout au long de la série. Et là, elle fait preuve j'allais dire de mercy, de clémence, mais c'est pas ça. Merci, de clémence. Et je trouve qu'il y a comme ça des personnages féminins dans les films d'horreur qui se payent le luxe d'avoir une nuance qu'on retrouve pas toujours dans les autres genres. Je pense encore à Flanagan, le personnage néfaste, entre guillemets, dans Bly Manor. C'est un personnage qui a une dimension certaine, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Qui a des raisons de faire les choses. Ça aussi, c'est un aspect, tu trouves, spécifique au film d'horreur ? Alors... pas exclusif, bien sûr, mais malgré tout, oui. Enfin, j'aurais tendance à dire que oui, même si si je vais un peu du côté de l'animation. Alors, ça n'est pas un film d'horreur, mais ce personnage est mis en scène de manière tout à fait horrifique. Par exemple, chez Disney, la maléfique de La Belle au bois dormant, tu vois, qui est à fond le personnage gothique qui est dans sa tour hantée avec les corbeaux, les nuages verts et tout. Enfin, la coiffure en forme de corne de dragon. Corne de dragon, voilà, tout ce qui se rattache à elle est archi gothique avec une énergie assez queer aussi. Là, tu vois, on est sur un personnage qui est l'archétype de la méchante, mais en même temps, quand tu deviens plus adulte, est fascinant parce que tu te rends compte que c'est la femme différente, la femme un peu considérée comme sorcière qui en fait s'est retrouvée lésée par tout le reste du royaume qui est présenté comme étant les personnages positifs et en fait que c'est à force d'exclusion qu'elle a développé une certaine méchanceté, quoi, une certaine cruauté et que tu sens en fait que c'est une douleur qui parle au travers de ses actes. Ça c'est assez fascinant, mais ça les contes en général le font très bien et dans un tout autre style, mais que je trouve tout aussi intéressant, par exemple dans Princesse Mononoke, parce que Miyazaki a toujours des personnages féminins passionnants et notamment des méchantes mais pas que. Dame Eboshi, elle est géniale. Oui, complètement. Et là pour moi dans Princesse Mononoke, pour moi, on est vraiment un peu dans l'horreur. Et là, on n'est pas sur un personnage fantastique du tout, contrairement au reste du film qui a beaucoup de fantastique. Mais on est sur une espèce d'incarnation un peu du capitalisme, du culte de la personnalité. On est sur de l'horreur politique en ce qui la concerne un petit peu. Et c'est un personnage qui est effrayant par l'ambition qu'elle a, qui est dévorante, son espèce d'ego, son espèce de faim de s'approprier, en fait, de soumettre et de s'approprier tout ce qu'il y a autour d'elle, mais en même temps c'est une femme redoutable d'intelligence, de charisme, et qui à la fin finira finalement par trouver une forme de rédemption et par comprendre en fait qu'elle a emprunté le mauvais chemin, mais tu vois, elle, je la trouve en fait c'est le type de personnage que tout ton être déteste pour tout ce qu'elle représente et en même temps qui est tellement charismatique et tellement intelligent, qui est tellement fort que t'es quand même attiré par elle, tu vois, d'une certaine manière, elle te subjugue quand même. Effectivement, Miyazaki, je trouve qu'il est très très fort pour ses personnages
Ces personnages-là, ça me fait penser dans le château de Hurle, la sorcière du début qui maudit Sophie. Quand on avance, on comprend aussi ses motivations qui sont purement humaines, très prosaïques. C'est juste cette recherche du cœur. Ouais. Et en même temps, on a la conseillère Suleiman, la conseillère du roi, qui part dans une guerre qui n'a pas de sens. Donc, on a cette balance et on a Sophie au milieu qui se retrouve... il y a quand même une diversité des figures féminines chez Miyazaki qui est assez puissante. La sorcière des Landes, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Parce que, alors, c'est vrai qu'elle n'est pas très présente dans le film, mais moi, j'adore cette espèce de femme, c'est pareil, vraiment blessée au départ, parce qu'en fait, c'était une belle jeune femme, et en fait, Howl lui a brisé le cœur, vraiment, et lui ou un autre, je me rappelle, lui, je crois que c'est lui, et en fait, tu sens qu'elle s'est laissée complètement sombrer dans la méchanceté, dans la noirceur, qui a fini par complètement la déformer, la défigurer, et en fait, elle reste obsédée par l'idée de séduction, alors même si ça passe plus par ce qu'elle est, par sa personne, elle veut vraiment posséder le cœur d'un beau jeune homme, quoi. Et je trouve que il y a quelque chose de tellement vrai et de poétique dans cette idée qui fait qu'à la fin, tu vois, quand elle n'a plus la possibilité d'être méchante, il reste que cette idée un peu pathétique de cette espèce de vieux petit bout de femme qui... tout ridé, on dirait un pruneau, tout desséché. qui veut juste s'accrocher au fait, à l'idée très poétique de vouloir posséder le cœur d'un beau jeune homme, tu vois, et je trouve ça, à la fin, je trouve ça tellement touchant, et il y a que Miyazaki qui sait faire ça, qui sait vraiment retourner l'horreur et la cruauté à en fait son pendant extrêmement touchant, qui comme ça peut être aussi ambigu chez les humains, quoi. Oui, avec en plus cette trajectoire inversée avec Sophie qui rajeunit au fur et à mesure qu'elle s'affirme. Donc vraiment ce côté, je te mets des obstacles, mais tu vas les surmonter. Et plus elle les surmonte, plus elle redevient qui elle était et, en étant affirmée. Alors la sorcière des Landes, c'est pas le même personnage dans le roman. Ça, c'est vraiment un ajout de Miyazaki. Elle existe dans le roman d'origine de Diana Wynne-Jones, que je vous conseille de lire parce que c'est vraiment un petit bijou de littérature anglaise. Lisez Diana Wynne-Jones. Elle a écrit la série des Crestomancies, encore publiée en français, et qui valent vraiment le coup. On est dans une fantaisie très particulière, mais vraiment chouette. Et le personnage existe, mais n'a rien à voir avec... ça, c'est vraiment un ajout. Tout comme la dimension guerre dans le film, ça, c'est vraiment un ajout de Miyazaki. Et ça, quand on connaît Miyazaki et qu'on sait qu'il est japonais, cette obsession de la guerre et du conflit, très culturelle, et ça, c'est un ajout. Et je sais que Diana Wynne-Jones avait vu le film, elle est morte après, et elle avait trouvé qu'il avait capté l'essence de son roman et ce qu'elle voulait dire, tout en l'adaptant à qui il était et à sa propre culture. Elle avait trouvé ça super. Donc double recommandation. Big up. Pour rajouter encore un truc sur la sorcière des Landes, ce que je trouve très intéressant aussi là-dedans, c'est que tu vois cette idée d'avoir une vieille dame qui n'a plus de pouvoir de séduction, mais qui, surtout dans les normes de notre société actuelle, mais qui veut posséder le cœur d'un jeune homme, c'est vraiment quelque chose que tu vois... À part peut-être justement dans les contes de fées, que tu vois rarement exprimé au cinéma, dans le sens où d'habitude c'est toujours les vieux hommes qui vont être obsédés par l'idée de séduire des jeunes femmes, de posséder leur cœur ou leur corps. Et en fait, là, on ose, tu vois, encore une fois, à travers le prisme horrifique ou une figure assez monstrueuse de la femme, parler du désir des femmes. Ce qu'on fait très peu, en fait, dans le cinéma mainstream, si ce n'est éventuellement à travers le prisme de la comédie. Mais tu vois, l'horreur va réussir à parler du désir féminin avec toute la violence aussi qui le caractérise et qui est en fait très peu admis dans notre société. Oui, c'est vrai. Alors, tu parlais du désir, mais on parlait aussi du pouvoir. Et donc ça, c'est dans Mononoke, mais on a aussi Yubaba dans Chihiro, où c'est encore une vieille dame qui possède une maison de bain, qui a du pouvoir, de l'or, etc. Le personnage de la vieille femme chez Miyazaki, c'est un personnage qui est puissant. Et si on revient à Hurle, Suleiman, elle est quand même dans un fauteuil, donc c'est jamais explicitement dit, mais... Pour le coup, ça ressemble vraiment à un fauteuil roulant et je crois qu'on la bouge, donc elle ne peut pas bouger. C'est aussi une vieille femme, elle est pas jeune du tout, mais elle a un pouvoir de magie immense, puisqu'elle est presque à deux doigts de réussir à capturer, encore une fois, de capturer Hurle. Donc il y a vraiment cette figure... Et à côté de ça, lui, il est vraiment en plus présenté, enfin c'est pareil, il va connaître un chemin, il va connaître une évolution, mais face à ces femmes-là, il est vraiment présenté un peu comme un lâche extrêmement fuyant et immature, qui n'ose pas affronter le conflit, qui envoie Sophie à sa place pour négocier, qui fuit ses responsabilités et les cœurs qu'il a brisés, et en fait qui est vraiment comme un gamin qui va finir par évoluer, par se réaliser à travers le contact de Sophie. Mais c'est marrant cette inversion qui est d'habitude le contraire du coup.
Donc à côté de la chaîne YouTube Demoiselles d'horreur, où du coup tu t'occupes principalement des personnages féminins et des réalisatrices dans les films d'horreur, tu es critique cinéma pour Écran large. Écran large, merci, j'avais mangé le nom, désolée, pour Écran large. Tu fais du podcast aussi avec Nouilles Rampantes. Donc ça, si vous connaissez pas, allez écouter. Ça fait flippette, mais en même temps c'est très drôle parce qu'il y a l'air d'avoir une très bonne ambiance autour de la table. Oui, là on parle pas de cinéma du coup, on raconte nos histoires d'horreur qu'on a écrites. Ouais. Donc tu restes dans le domaine de l'horreur quand même. Oui, absolument. Toujours. Et tu réalises aussi des courts-métrages. Oui. Et oui, faut-il en parler? Non mais oui. Moi j'aimerais bien que t'en parles. Donc j'ai mon premier court-métrage produit, parce que j'avais déjà fait des courts-métrages autoproduits auparavant, mais mon premier court-métrage produit est sorti sur ma chaîne, donc ma chaîne Demoiselles d'horreur, il y a quelques mois. Allez le voir, parce que comme ma chaîne est restée inactive un certain temps, c'est difficile de réussir à faire des vues quand YouTube t'a shadowban parce que t'as été absente trop longtemps. Or, s'il fait des vues, je pourrais peut-être prétendre à demander d'autres aides pour d'autres projets. S'il fait pas de vues, c'est compliqué. Mais donc ça s'appelle Les Trois Sorcières, et c'est une histoire qui m'obsédait un peu depuis longtemps, et l'idée c'était de rendre hommage à Shakespeare, parce qu'il est beaucoup question de Macbeth, comme peut le laisser entendre le titre dans le film, et en même temps c'était pensé comme une adaptation de la dynamique horrifique de la fin de La Chute de la Maison Usher, justement, de la nouvelle d'Edgar Poe. Parce que la nouvelle d'Edgar Poe, moi, donc, qui m'a absolument terrifiée la première fois que je l'ai lue, enfin toutes les fois que je l'ai lue d'ailleurs, que je trouve absolument génial, c'est que dans le dernier segment, on a les deux personnages qui sont dans la chambre de cette fameuse maison Usher, donc le narrateur et Roderick Usher, et le narrateur lit une histoire à Roderick qui vient d'enterrer sa sœur pour le distraire. Et en fait, donc il lit une histoire, et quand il y a la description d'une action dans l'histoire, il y a le bruit correspondant à cette action qui retentit quelque part dans la maison. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit le chevalier a bâti sa lourde épée contre la porte en fer ou un truc comme ça. Et au moment où il lit cette phrase, il y a un bruit qui correspond exactement à cette description-là, qui retentit quelque part dans la maison, ils ne savent pas où. Et au fur et à mesure de l'histoire qu'il est en train de lire, les bruits vont de temps en temps retentir et surtout se rapprocher de la pièce jusqu'au dénouement. Je trouve que cette dynamique-là est géniale et tellement terrifiante, parce qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que ces bruits correspondent à cette histoire, et on ne sait pas d'où ça vient, parce qu'ils sont seuls dans la maison, on ne sait pas pourquoi ça se rapproche, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. C'est affreux. Et je trouve ça dingue de me dire que cette espèce de perle de la dynamique horrifique plus puissante que la plupart des choses qu'on ait jamais vues au cinéma n'ait jamais été adaptée. Dans toutes les adaptations de La Chute de Maison Usher, en tout cas celles que j'ai vues, ça n'est jamais repris au cinéma, ni dans la version de Corman, ni chez Flanagan, ni nulle part. Et moi je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi personne ne veut adapter cette espèce de chef-d'œuvre, de chapitre absolument incroyable. Et donc j'avais voulu penser, en attendant le jour où je pourrais réaliser ma propre version de La Chute de la Maison Usher, faire un court-métrage qui reprend simplement cette dynamique-là, avec évidemment des personnages et une époque actualisée pour que ça me facilite beaucoup de choses. Mais voilà, juste envie de mettre en scène cette petite dynamique-là. C'était un peu le but de ce court-métrage. Quel est le genre dans l'horreur qui te fascine le plus ? Parce qu'on a... En discutant avant d'enregistrer ce podcast, on s'est fait la réflexion toutes les deux que les fantômes, ça marchait très bien sur nous deux. Voilà. Mais moi, par exemple, les zombies, ça me fait pas grand-chose. Et les monstres non plus, mais vraiment les fantômes. Et donc, on est tombés d'accord. On tombera pas d'accord sur la maison Usher de Mike Flanagan, mais au moins, on tombera d'accord là-dessus. Quel genre va te faire le plus flipper, ou alors te mettre le plus mal à l'aise, ou vraiment avoir une réaction chez toi ? C'est effectivement les histoires de fantômes, mais alors c'est à la fois celles qui vont le plus m'effrayer, mais aussi le plus m'émouvoir, qui vont plus me passionner. Enfin, tout, en fait, j'adore la figure du fantôme. C'est un sujet qui me passionne de fond en comble. Vraiment, je ne vis que pour les histoires de fantômes, que pour en écrire, que pour en filmer, que pour en... Voilà. Et j'ai pas encore vraiment fait de... Si, j'ai fait un petit court-métrage de fantômes qui s'appelle Roller Ghost, mais qui est très léger pour le coup. Mais voilà, j'ai envie de raconter des histoires de fantômes et de vivre des histoires de fantômes, parce qu'en fait, le fantôme, c'est à la fois une créature tout à fait fantastique et en même temps qui existe. Enfin, souvent, on me demande, tu vois, est-ce que tu crois au fantôme ? Et le truc, c'est que je sais pas du tout si je crois que l'esprit des morts, les esprits des morts déambulent réellement parmi nous et que tu peux les voir de manière matérielle et tout. Ça, je ne sais pas. Tu sais, il y a des jours où je me dis non, absolument pas. Il y a des jours où tu dis en fait si. Et puis les jours où tu es toute seule chez toi, tu dis je suis sûre que si. Mais tu es dans le noir et t'as peur. Surtout si tu as regardé Feldup avant. C'est ça, exactement. Mais en fait,
ça n'importe pas, c'est pas ça qui fait l'existence du fantôme. En fait, ce qui fait l'existence du fantôme, parce qu'en général, le fantôme, c'est jamais rien de plus que le souvenir et l'empreinte que t'as laissé une personne qui est morte, une personne ou une chose éventuellement, ou en tout cas, quelque chose qui a compté, quelqu'un ou quelque chose qui a compté pour toi. Et en fait, cette empreinte qui est laissée et ces souvenirs, ils vont de toute manière te hanter. Ils vont avoir un impact sur ta vie ensuite. Tu vas retrouver des réminiscences de ces choses dans ta vie ensuite. La personne, elle va rester avec toi d'une manière ou d'une autre. Tu vas continuer à la voir, tu vas continuer à l'entendre, tu vas continuer à la sentir à travers plein d'objets, soit dans tes songes, soit quand t'es seul, Et en fait, de facto, le fantôme existe parce qu'il existe dans ta tête. Mais je veux dire, ces choses-là, que tu les imagines ou pas, l'impact sur toi est le même. Donc en fait, ça existe. Que ce soit que ça n'existe que dans la circonférence de ton crâne ou que ça existe dans une certaine matérialité par ailleurs, vraiment le résultat est le même en fait. Je trouve que les meilleures histoires de fantômes, tu seras peut-être d'accord ou pas avec moi, mais c'est souvent des histoires de fantômes qui parlent de l'humain avant tout. On parlait de Hill House, avec cette personnification de la maladie mentale à travers les fantômes. Bly Manor, pour moi, c'est très lié à la culpabilité. Il y a quelque chose d'un sentiment de culpabilité et puis c'est fondamentalement un film d'amour, je trouve, Bly Manor. Il y a des choses comme ça. Les autres aussi, ça parle toujours de l'humain. C'est pas juste du fantôme pour faire peur. Je trouve que c'est les meilleures histoires de fantômes. C'est quand on relie ça à ce que la personne a été. Ou A Ghost Story aussi, le magnifique film de David Lowery, qui est moyennement de l'horreur. Mais en fait, je pense que c'est vraiment inhérent en fait, à la figure du fantôme. Je pense que la figure du fantôme sert à ça en fait. Moi, ce qui me passionne encore plus dans les histoires de fantômes, c'est surtout quand c'est effectivement rattaché à une maison, comme c'est souvent le cas, parce que je suis... alors c'est peut-être un côté un peu vieux con de ma part, je ne sais pas, mais je suis très attachée aux vieilles pierres et tu vois, aux maisons dans lesquelles beaucoup de choses ont été vécues, dans lesquelles... Enfin, je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique et qui est très attaché aux endroits où j'ai vécu. Et parce que j'ai toujours l'impression que quand tu retournes dans ces endroits, il y a tout un monde qui est encore là, tu vois, tous les souvenirs, il y a quelque chose qui imprègne les lieux. Et moi, je suis très obsédée par ce genre de choses. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je ressens de manière très forte. Et du coup, j'ai besoin qu'on me parle de ça parce que j'ai l'impression qu'on est tout le temps en communication avec les traces du passé qui sont laissées dans les environnements dans lesquels on vit, tu vois. Ça me fait un peu penser à un roman de Daphné du Maurier qui fait pas partie de ses plus connus, mais que moi j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle La Maison sur le rivage. Ah oui. Voilà, où on a le personnage d'un homme qui est donc dans cette fameuse petite maison sur le rivage et qui va prendre une potion qui va un peu chaque jour, qui va lui permettre de percevoir des choses qui se sont déroulées sur les lieux dans lesquels il vit, mais à une époque antérieure. Et plus ça va aller, plus il va être capable de quasiment communiquer justement avec cette dimension du passé. Et en fait, je trouve que c'est juste une explicitation de choses qu'on ressent un peu tous les jours. C'est même lui qui devient presque un fantôme en fait pour les gens. C'est ça. Ce roman est super, vraiment un vrai roman d'ambiance. Tu vois, j'adorerais faire une adaptation de ce roman. Vraiment, il est un peu dans le haut de ma liste des récits que j'aimerais adapter. Et qu'est-ce que je disais à partir de ça ? Oui, les fantômes, les lieux, gna gna gna. En revanche, voilà, il y a un truc que je trouve intéressant, tu vois, c'est que même si je trouve que c'est la figure la plus passionnante, je trouve que le fantôme, c'est un truc de droite. Et que les zombies, qui sont plus des trucs qui m'emmerdent un peu, sont un truc de gauche. Oula, est-ce que tu peux expliciter ? Oui. Parce qu'alors là, dit comme ça, c'est... Cette réflexion... Alors, le cinéma est politique, on le sait, voilà. Mais là, j'aimerais bien une petite... Non, mais après, je dis ça un peu dans les grandes lignes. Évidemment qu'on pourrait être plus subtil que ça et qu'il y a plus à dire que ça, mais je me suis fait la réflexion quand j'étais... l'année dernière, pour un festival, je suis passée à Menton, donc la ville du sud, Menton, qui a des cimetières absolument sublimes, vraiment magnifiques, qui sont des vieux cimetières, vieux petits cimetières qui sont vraiment perchés sur des collines rocailleuses qui surplombent la mer, des cimetières très verts avec des arbres, et puis alors des gisants et des tombes qui sont magnifiques, il y a vraiment des choses... Et en fait, le truc, c'est que les tombes, à force de déambuler dans ces cimetières, je me suis dit, en fait, les tombes les plus belles, c'est des tombes de princesses, de comtesses, de ducs, de machin, voilà, de gens très très riches. Et je me dis, c'est fou parce qu'en fait, les tombes de ces gens-là, en fait, je vois ces tombes, je les garde dans mon esprit, je lis les noms des gens, éventuellement je vais chercher qui c'était sur Wikipédia. Et en fait, ces gens, ils continuent de vivre à travers ces tombes. Et là, techniquement, ils vivent en tant que fantômes parce qu'en fait, il y a quelque chose d'eux qui persiste et qui perdure en fait à travers cette manifestation du patrimoine que représente la tombe. Pour combien de personnes qui n'auront jamais eu les moyens, tu vois, de se payer cette espèce de vie après la mort que représente la tombe, que représente le gisant, que représente cette espèce de présence plus ou moins importante dans un cimetière.
Tandis que voilà, t'as des masses et des masses de gens qui jamais n'auront de sépulture, dont jamais on ne retiendra le nom. Et en fait, le fantôme, c'est quand même, comme je le disais vis-à-vis de la maison, c'est quelque chose qui est extrêmement lié au patrimoine. C'est toujours, tu vois, parce que effectivement, ce que je disais avec le Dans vécu, ce sens-là. voilà, le vécu qui imprègne les lieux, ça fonctionne quand tu parles effectivement d'une maison de famille dans laquelle se sont succédées les générations, une maison qui a pu accueillir beaucoup de vécu. Donc en général, on est sur plutôt des demeures de maîtres qui se transmettent de génération en génération. Voilà, ça ajoute, si tu veux, à la dimension du fantôme. Pas un pavillon dans une banlieue dortoir érigé dans les années 80. Ben voilà, et surtout, voilà, et en plus, alors, Tu tiens peut-être un thème pour un prochain film d'horreur. Alors le après, pavillon hanté. il y en a qui, tu vois, par exemple, le jeu Phasmophobia fait ça très bien. Donc c'est possible, si tu veux, mais du coup, traditionnellement, et surtout parce qu'aussi le fantôme, c'est une manifestation de l'esprit. C'est une fois que t'es mort, c'est ton esprit qui reste, c'est ta partie la plus élevée, la plus noble, c'est tes sentiments, ta tristesse, ton amour qui reste, éventuellement ta colère, mais en tout cas c'est une question de sentiment, d'intellect qui demeure, d'esprit réellement. C'est, on va dire, dans une conception un peu religieuse de la chose, c'est la partie noble de l'être. Alors que le zombie, c'est la force pure de travail, c'est le corps qui est réduit en fait à justement auquel on ôte tout esprit et qui est réduit vraiment à la seule force de travail, surtout qu'en plus le zombie au départ, le zombie haïtien, donc quelque chose qui existe vraiment, c'est vraiment des gens en Haïti qui ont été, et je crois que ça existe encore parfois par moment, des gens qui sont empoisonnés pour faire croire qu'ils meurent, ils sont enterrés par leur famille et qui sont ensuite déterrés et donc ils sont réduits à une sorte effectivement ils sont dans des états quasiment de légumes où en fait ils sont réemployés par les gens qui les ont empoisonnés comme étant de la force des ouvriers en fait gratuits qui vont n'être capables que de travailler et plus de réfléchir. Donc au départ, le zombie, c'est une vraie chose et c'est ça. Je crois qu'il y a un livre de Philippe Charlier sur la question du zombie en Haïti. Je mettrai toutes les références de toute façon de tout ce qu'on a discuté dans la description de ce podcast. Mais oui, je crois qu'il y a un livre, donc Philippe Charlier, qui est en paléo-anthropologue, paléolégiste, si je ne me trompe pas sur le terme. Il a beaucoup travaillé genre sur les squelettes des rois, des reines retrouvés, etc. Et il a travaillé sur les zombies en Haïti. Donc je remettrai la description, mais je suis quasiment sûre de moi. Pardon. Et du coup, il y a aussi le film de Bertrand Bonello, Zombie Child, qui parle de ça, qui se passe d'ailleurs dans mon ancien lycée, donc voyez-le. Et en fait, voilà, le zombie, c'est la condition humaine pure réduite à un corps qui souffre, un corps qui peut se mouvoir, un corps qui est matériel, et en fait qui ne fait rien d'autre. Il est plus question d'esprit, il est plus question de réflexion, et surtout plus question de sentiment. Donc en fait, c'est l'opposé total du fantôme, et on est dans le corps dépouillé de tout héritage, dépouillé de toute possession, de tout patrimoine culturel, familial, tout ce que tu veux. Et donc c'est vraiment les masses laborieuses, le zombie. Ok, je comprends bien comme ça. Parce que vraiment, de but en blanc, ça fait bizarre. Oui, non, mais je comprends. Mais en fait, je pense que c'est assez vrai, quoi. Alors, 2 remarques. Si ça peut te réconcilier avec les fantômes. Alors, c'est pas tout à fait du fantôme. Ah non, mais j'adore les fantômes. Oui, mais sur cette idée de patrimoine, etc. Ouais. C'est un très bon livre de Daisy Johnson qui s'appelle L'Hôtel. Voilà, c'est un hôtel qui est très particulier, mais c'est la terre sur laquelle il a été construit, qui a une histoire, et c'est cette histoire qui infuse dans les murs de l'hôtel. Donc, toi qui aimes bien les histoires comme ça, avec les murs, c'est un roman que j'ai trouvé super. C'est une série de succession de nouvelles, mais qu'une fois que tu les as toutes lues, ça fait une histoire cohérente et un ensemble cohérent. C'est très malin, c'est très angoissant, et un très bon roman horrifique que je te recommande. Et de 2, est-ce que c'est le moment où je t'explique qu'on est dans un ancien couvent qui a été une prison, un tribunal pendant la Révolution française, après une prison et après une caserne? Est-ce que c'est le moment que j'ai envie de dormir ici ce soir? Est-ce que c'est le moment de te le dire qu'on enregistre dans les murs du couvent et que peut-être les murs ont gardé 2-3 choses. Mais peut-être, tu sais que peut-être que du coup les gens qui écouteront ce podcast entendront d'autres voix, tu sais, derrière nous. Non mais j'y pense parce que une fois, c'est complètement anecdote qui n'a rien à voir avec le cinéma. Mais quand j'étais au lycée, tu me dis si je peux. Mais quand j'étais au lycée, j'ai fait un voyage scolaire donc avec ma classe où on a, de façon très joyeuse et gaie, été visiter Auschwitz. Voilà, et différents camps de concentration. Et on a été hébergé une nuit au Mont Saint-Odile, donc qui est un couvent dans le nord-est de la France. Très très bel endroit, mais très flippant aussi, avec vraiment, on était logés dans des toutes petites chambres avec du vieux papier peint, des crucifix sur les murs et avec des meubles beaucoup trop gros.
gros pour l'espace. On a déjà statué que le potentiel flippant de la nonne et du moine est quand même très très fort. Donc bref, on était dans un cadre, ça faisait peur. Et moi, j'étais toute traumatisée de la visite des camps qu'on avait faite, ce qui se comprend. Voilà, ce qui se comprend. Voilà. Et en plus, comme j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'endormir, et notamment parce que je suis parfois j'ai peur des fantômes, parfois j'ai peur de plein de trucs, ça dépend. Là, j'étais vraiment dans un état second, la nuit où on devait dormir. Et en fait, moi, j'étais seule dans ma chambre. J'avais des amis qui étaient ensemble et moi, j'étais toute seule. Et en fait, même avec la lumière allumée et tout, j'étais terrifiée sur place. J'avais peur de voir des squelettes, des fantômes dans les coins de ma chambre. Tout semblait bizarre. Tout me semblait bizarre dans les coins à droite, à gauche. Alors pourtant, la lumière était allumée, tu vois. Et du coup, pour me rassurer, j'ai le réflexe d'écouter mon MP3 et de vouloir juste écouter de la musique. C'est parce que ça te distrait, ça te fait penser à autre chose, ça ramène quelque chose. Je sais pas, j'ai dû vouloir écouter Queen ou un truc qui me donnait de l'énergie. Et vraiment, à chaque fois que j'essayais d'écouter de la musique, j'étais persuadée d'entendre des murmures, des gens parler sur la chanson. Vraiment, un truc qui ne me l'avait jamais fait avec le MP3. Et du coup, là, vieux couvent, post-visite des camps, j'étais tellement mal, c'était horrible. J'ai fini par dormir sur le tapis d'une chambre d'amis. J'ai vraiment en pleine nuit, j'ai dit excusez-moi, mais est-ce que je peux venir dormir chez vous? Je me mets sur le tapis, je m'en fous. Je peux pas rester toute seule. C'était horrible. Rappelez-vous juste que cette personne travaille dans le monde du cinéma d'horreur et que c'est sa passion. Tout va bien. C'est ce genre d'expérience qui, je pense, a fini par me construire et par me rendre accro, tu vois, à ce genre de peur. Mais parfois, je le regrette. Merci Judith d'être passée à ce micro. Donc on aura parlé de énormément de choses. Si avant qu'on conclue, je veux bien que tu nous recommandes des films d'horreur et en particulier des films d'horreur avec des très bons personnages féminins dans tes dernières, soit tes coups de cœur absolus, soit récents, comme tu veux. Alors déjà, je réincite, il faut vraiment voir A Girl Walks Home Alone at Night de Annalila Mirpour. Il y a un film que j'ai trouvé très bien aussi, dont je trouve qu'on ne parle pas assez, c'est La proie du nombre. Alors pas la proie du nombre, mais la proie d'une ombre, avec Rebecca Hall. Alors le nom du réalisateur m'échappe là tout de suite, mais qui est un film de fantôme qui est très bon, qui est sorti il y a quelques années, qui est assez fou en termes de mise en scène et qui a des idées horrifiques assez géniales. Et Rebecca Hall, c'est une très très bonne actrice et on n'en parle pas, voilà, on la voit pas assez. Et ce film, on n'en parle pas assez, donc je recommande La proie du nombre. Et sinon, je vous conseille aussi le très beau film de 2023 réalisé par Joanna Hogg qui s'appelle Eternal Daughter avec Tilda Swinton, qui est un film... Tilda Swinton, elle a un potentiel de flippance absolu aussi. Bah écoute, c'est plutôt bien utilisé dans ce film où on est sur quelque chose d'extrêmement atmosphérique et contemplatif, mais on est complètement dans le roman gothique quasiment, voilà, dans le truc d'épouvante de fantômes avec une superbe chute, mais en même temps voilà, très contemplatif, très mystérieux. Peut-être un peu triste et angoissant en fonction de ce que vous affrontez dans votre vie familiale actuellement, mais vraiment très très beau, et il a fait beaucoup trop peu de bruit alors que c'est un film que je trouve absolument fascinant. Il faut le découvrir. Joanna Hogg, donc, avait aussi réalisé The Souvenir, c'est l'une des réalisatrices les plus intéressantes de ces dernières années, et je trouve que ce film de fantôme-là est absolument magnifique. On recommande également La chute de la maison Usher et Edgar Poe en général. De manière générale, oui. Voilà. Un autre auteur, une autre autrice Bah, là, j'ai envie de dire, alors tu me diras, on n'a pas besoin de moi pour se voir conseiller ça, mais mon roman préféré de tous les temps, au-delà même d'Edgar Poe, c'est Les Hauts de Hurlevent, et comme il y a une adaptation qui sort là, voilà. On est aussi sur une très belle histoire de fantômes. Malheureusement un peu nié par le film qui choisit de laisser la part fantastique de côté, malheureusement, mais qui a plein d'autres qualités par ailleurs. Mais en tout cas, voilà, Les Hauts d'Hurlevent, c'est une magnifique histoire de fantôme aussi, peut-être la plus belle. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup Judith d'être passée à ce micro. Vous pouvez la retrouver donc sur la chaîne YouTube Demoiselles d'horreur, sur le site Écran Large et en podcast, donc Les Nouilles Rampantes, que je vous conseille très fortement si vous voulez à la fois rigoler et avoir un peu les chocottes. Quant à moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut! Merci, à bientôt!